au niveau de l'histoire de l'art. Et donc, je vais parler exclusivement ce soir de la période du Second Empire, donc qui s'arrête en 1870. Donc, la période qui va du milieu 19e jusqu'à 1870, c'est un peu le moment où les différents camps se mettent en place. C'est un peu les prémices de la future grande bataille qui, elle, aura lieu plutôt sous la Troisième République, donc après la chute de l'Empire. Puisque les avant-gardistes qui commencent à apparaître à l'époque de Napoléon III amèneront par exemple le courant impressionniste, mais là effectivement pour la période qui nous intéresse ce soir, le courant impressionniste n'existe pas encore, et puisque on parlera d'impressionniste à partir des années 80, quand le tableau de Monet, Impression au soleil levant, sera présenté au salon. Voilà. Donc là, on va plutôt parler des peintres académiques et des refusés. Alors les refusés, c'est justement les tenants de l'avant-garde, les tenants d'une peinture différente, d'une conception différente de l'art pictural qui apparaît donc milieu du règne de Napoléon III. Alors je voudrais vous parler un petit peu, alors je vais faire une petite introduction, là ce sera plutôt de la théorie on va dire, vous expliquer ce qu'est l'académie, voilà les règles etc. édictées, et ce que c'est qu'un salon. Et comme ça nous parlerons du salon des refusés qui a eu lieu en 1863. Voilà. Donc, alors l'académie, au départ, c'est l'Académie royale de peinture, l'académie qui fait partie de l'Académie royale des beaux-arts. Et cette académie est créée au tout début du règne de Louis XIV, en 1648, à l'initiative de Charles Lebrun, qui sera bien sûr le peintre attitré du roi Louis XIV au début de son règne, et qui participera à la création du château de Vaux-le-Vicomte et évidemment du château de Versailles. Alors, la création de cette académie, elle naît d'un désir d'ouvrir plus largement au talent, donc au début du XVIIe, sans parler de naissance et de cooptation. Effectivement, avant, les artistes arrivaient principalement dans une école, chez un maître, par cooptation ou alors par hérédité. Donc à partir de l'académie, en fait, c'est un système de concours qui se met en place et où un jury décide éventuellement des élèves à qui seront dispensés les cours de l'académie. Bon. Alors ce système, il trouve un peu sa limite au 19e, justement, et parce que, en fait, quand on n'est pas, à partir du 19e, en fait, quand on n'est pas dans le moule, on a du mal à être accepté par l'académie. Donc justement, il y aura une réaction qui va se mettre en place vis-à-vis de ça. Et c'est ce qui amènera certains artistes à rejeter en bloc l'académie et les peintres qui en sont les représentants. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Alors l'académie, elle obéit à plusieurs principes que beaucoup d'artistes trouvent stricts et complètement à abandonner. En fait, il y a 5 principes principaux. Alors, je vais vous les lire. Donc, alors, il faut réaliser des œuvres achevées. Donc là, on est effectivement à contre-courant de de la liberté que souhaitent beaucoup d'artistes à l'époque. La deuxième règle étant qu'il faut imiter les anciens et imiter la nature. Donc, il faut que ça ressemble le plus possible à la nature réelle. L'Académie souhaite privilégier le travail en atelier à la place du travail en plein air.
Et ça, justement, il y a beaucoup d'artistes sous Napoléon III qui veulent s'affranchir de cette règle-là principalement. D'ailleurs, les impressionnistes travailleront beaucoup à l'extérieur et plus en atelier. Pour les académiques, l'étude du nu et de l'anatomie est très importante. Il faut que le corps humain soit dépeint le plus harmonieusement possible et le plus fidèlement possible par rapport à la réalité. Donc là, vraiment, c'est l'anatomie pure. Et enfin, la cinquième règle, c'est celle d'affirmer la primauté du dessin sur la couleur. Donc le trait doit être très précis, très rigoureux, et la couleur ne vient qu'ensuite. L'importance de la couleur ne vient qu'ensuite. Et bon, il y a beaucoup de peintres, ce sera justement, ils voudront créer l'inverse. Que la naissance de Vénus par Alexandre Cabanel. Donc Alexandre Cabanel, c'est l'un des académiques les plus connus. C'est aussi celui qui a été le plus vilipendé par les autres. Donc il a été adoré en son temps et également détesté. Donc voilà, donc là c'est très représentatif de la production des peintres académiques, donc qui étaient très intéressés, très motivés par les scènes mythologiques, les scènes historiques, les scènes religieuses. Et là on a clairement une scène mythologique. Alors bon, là c'est l'interprétation personnelle d'Alexandre Cabanel. Ce tableau cette œuvre a été présentée au salon officiel de 1863. Et c'est un tableau qui a été acheté personnellement par Napoléon III pour sa collection personnelle. Voilà, donc là on est tout à fait dans le goût du temps. Ce genre de tableau est très à la mode à l'époque. Alexandre Cabanel marche très bien, il se vend un peu partout. Beaucoup de succès. C'est aussi ce qui amènera beaucoup de critiques à son encontre. Voilà, donc on va passer à autre chose. Donc on va avoir toujours une naissance de Vénus, mais là, cette fois par Amaury Duval. C'est aussi un représentant de la peinture académique. Voilà, donc là on a une autre interprétation, on va dire plus sobre. Donc les angelots ont disparu, mais c'est aussi très représentatif. La transparence de la peau, le teint, tout est léché et les détails sont très rigoureux. Voilà. Alors, on est censé être dans une certaine réalité, mais en fait, les détracteurs de ce genre de peinture diront que justement, ça n'obéit pas à la réalité. Tout ceci n'existe pas en fait. On va passer à une autre œuvre. Toujours une naissance de Vénus. Donc, alors cette fois, c'est très connu, je crois que c'est aux États-Unis, donc c'est William Bouguereau. Alors, William Bouguereau, c'est vraiment, on va dire, le plus pompier des pompiers. Alors, c'est ce que j'avais mis dans le titre de ma conférence de ce soir, l'art pompier. En fait, l'art pompier, évidemment, c'est un mot qui a été inventé par les détracteurs de la peinture académique. L'art pompier, le terme est venu bien après le Second Empire, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle et qu'on l'a appelé encore longtemps parce que c'est une façon de dénigrer cet art, c'est une façon de le moquer, de le dévaloriser. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots, pour l'anecdote, pourquoi on appelle ça l'art pompier, parce que des fois le rapport est difficile à obtenir. Donc alors en fait, ce qu'on entend souvent, c'est que ça s'appelle art pompier parce que les académiques aimant beaucoup les scènes mythologiques, les Romains, les Grecs, la présence des hommes casqués faisait penser au casque des pompiers. Alors ça, moi, personnellement, ça ne me satisfait pas beaucoup comme explication.
Surtout que bon, la peinture académique, ce n'est pas un bloc composite où toutes les œuvres sont égales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courants différents. Les peintres académiques cèdent souvent à la fantaisie et qu'il y a très peu en fait, de peinture académique avec des casques. Donc moi je pense que c'est pas ça. Alors la deuxième raison d'appeler ça art pompier, que ça se soit appelé art pompier à l'époque, ça vient d'une déformation du mot pompeux. Bon, alors soit, bon, ça ne me satisfait pas beaucoup non plus. La troisième que je sens plus légitime, en fait, elle viendrait du peintre Jean-Léon Gérôme, qui est un grand peintre académique, un des plus virulents d'ailleurs, c'est un qui s'est le plus attaqué aux peintres de l'avant-garde. Et Jean-Léon Gérôme avait créé, si on veut, au début des années 1840, une école de peintres aimant les scènes historicistes, justement les scènes romaines, etc. Et il avait appelé ça les pompéistes. Et donc, apparemment, le mot pompier serait une déformation du pompéisme. Voilà. Et la quatrième, alors c'est pour moi celle qui a le plus de sens, et je pense qu'on doit, en fait, il y aura peut-être entre les deux, celle que je viens d'énoncer et celle-là. C'est-à-dire que le jour du concours de sortie à l'école des Beaux-Arts, les pompiers de Paris assuraient l'ordre en grande tenue d'apparat. Donc apparemment, donc en casque, effectivement, en rutilant, et donc le mot pompier viendrait de là. Voilà, donc vous avez le choix entre les quatre solutions. Voilà, donc on ne sait pas exactement pourquoi ça s'appelle pompier, mais enfin, moi ma préférence c'est la troisième et la quatrième. Voilà, tu peux passer. Alors là, on a un des thèmes préférés des peintres académiques. Alors, c'est Alexandre Cabanel, toujours lui, c'est celui qui a fait la naissance de Vénus qu'on a vu en premier. Alors là, c'est la glorification du roi Saint-Louis. Et là, on est clairement c'est la glorification du roi Saint-Louis et également la glorification de l'histoire de France. Et par là même, une certaine glorification du régime impérial de Napoléon III, enfin, de façon détournée. Le fait que les peintres académiques aient été assez proches, pas tous, mais assez proches du Second Empire, leur a été beaucoup reproché également. Donc effectivement, critiquer les peintres académiques, c'était aussi critiquer le régime de Napoléon III, le régime impérial. Donc là, on a un thème récurrent, tous les rois y sont passés, donc là c'est une interprétation de Cabanel. Voilà. Là vous avez un portrait officiel de l'empereur Napoléon III, assez particulier, puisque il est en bas et autre chose. Donc il y a très peu de portraits de Napoléon III ainsi. Voilà. Là, on est toujours avec Alexandre Cabanel. Il s'agit de la mort de Moïse. Donc là, vous avez les thèmes religieux sont très utilisés par les peintres académiques. Alors celui-là, c'est toujours Alexandre Cabanel, c'est le satyre et la nymphe. Alors je ne sais pas si vous l'avez reconnu, ce tableau est au Palais des Beaux-Arts de Lille. Je ne sais pas si actuellement il est en collection permanente visible ou s'il est en réserve. Voilà. En tout cas, on a toujours quelque chose de très représentatif de la peinture académique. Voilà. Les poses ne sont en l'occurrence absolument pas naturelles, même si l'Académie préconise d'utiliser le réalisme.
Voilà, on va noter la blancheur particulière de la peau de la nymphe. Alors il y a eu un critique d'art de l'époque dont tout le monde a oublié le nom, alors que les gens n'ont pas oublié le nom d'Alexandre Cabanel, qui disait de cet éclat de peau particulier, cher aux peintres académiques. Il disait que c'était plus que de la porcelaine et que ça ressemblait à de la peau molle de poulpe. Donc ce n'est pas très élégant, effectivement c'est quelqu'un qui n'aimait pas les peintres académiques et c'était des gens qui étaient énormément critiqués. Là on a toujours Alexandre Cabanel. Alors celui-là s'intitule Le Paradis perdu. C'est une étude pour une fresque plus grande. Je l'ai mis parce que j'ai trouvé intéressante, parce que l'académisme aussi a apporté certaines choses à l'histoire de l'art du 19e. Et bon, là on voit pas bien, je suis désolé pour la qualité de la photo, mais le visage est particulièrement intéressant. Donc c'est de Alexandre Cabanel, Le Paradis perdu, si vous réussissez à la voir sur le net. En fait, le visage est presque typiquement symboliste. Alors là, on passe à Jean-Léon Gérôme. Alors Jean-Léon Gérôme, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc c'est un des grands peintres académiques aussi. Là, on a le triomphe d'Auguste et en même temps la naissance du Christ en bas de l'œuvre. Donc là, effectivement, on a une grande fresque avec énormément de personnages, les détails sont extrêmes, le trait est très gracieux, tout est léché, les étoffes, les costumes, les visages, les poses. Et Jean-Léon Gérôme il a travaillé jusqu'à la toute fin du 19e siècle. Il a eu une très longue carrière, il a été très prolixe. Il est passé même à la sculpture en 1878. C'était quelqu'un qui était pluridisciplinaire, beaucoup de talent. Et il était absolument fasciné par ces scènes d'histoire, réelles ou pas d'ailleurs. Et il a eu un grand succès. Et il était adulé par tout ce qui était aristocratie et grande bourgeoisie qui explose sous le Second Empire. Alors là, on est toujours avec Jean-Léon Gérôme. J'ai trouvé intéressante parce qu'en fait, ça nous parle aussi du goût au milieu du 19e pour l'orientalisme. Alors on commence à explorer pas mal de pays étrangers, voire très lointains. Donc il y a une passion pour le public, pour ces contrées lointaines, et qui apporte le rêve. Et donc voilà. Donc ça c'est une scène religieuse, c'est la prière. Et voilà. Donc il n'y a pas de sectarisme religieux de la part de Jean-Léon Gérôme. Et il passe à l'islam comme aux scènes chrétiennes sans problème. Oui, alors là, on a typiquement le genre d'œuvre qui a été énormément critiqué parce que c'était les tenants de l'avant-gardisme et d'un certain modernisme trouvaient que c'était complètement démodé, ce genre de tableau. Alors effectivement, il y a une grande virtuosité technique, clairement, et au niveau du trait et au niveau de la couleur également. Donc là, c'est le dîner de Louis XIV à gauche, avec Molière. Alors, donc il y a eu une grande vogue pour ces représentations époque XVIIe siècle. Tout à l'heure, on verra avec un autre artiste qui s'appelle Ernest Meissonnier, lui qui aimait beaucoup les scènes du temps de Louis XIII. Là, c'est une scène du temps de Louis XIV. Et ça a été énormément brocardé, ce genre d'œuvre qu'on considérait mièvre et creuse, en fait. Une peinture hautement technique, mais très froide. Là, on est toujours avec Jean-Léon Gérôme.
C'est la descente du Golgotha. Donc à gauche, vous avez un groupe qui descend le mont, et vous avez en ombre le Christ sur la droite. Je l'ai trouvé intéressant parce que c'est un thème très peu utilisé par Jean-Léon Gérôme. Et je trouvais que la façon dont il traite le paysage, la ville en fond, et ces gros nuages noirs sur la droite, et la couleur, la différence entre la lumière et l'ombre, je l'ai trouvé magistral, donc je voulais vous le montrer absolument. Voilà, alors là, on en revient. Là, on est à Ernest Meissonnier. Donc alors, Ernest Meissonnier, c'était un peintre académique qui était spécialisé, on va dire, dans les scènes militaires, les scènes historicistes militaires. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de succès, effectivement, et il correspondait parfaitement à ce que voulait représenter le Second Empire. Donc là, il s'agit d'un hommage à Napoléon Ier, bien sûr. Là, on a toujours Ernest Meissonnier. Là, il s'agit de la charge. Donc le mouvement est très étudié. C'est l'un des peintres les plus minutieux. Le travail est énorme, effectivement. Tous les uniformes sont magnifiques, les couleurs. Le moindre détail est soigné. Alors là, c'était Édouard Manet, dont on va parler un peu plus loin, qui faisait partie des refusés, qui n'a jamais été autorisé à exposer au Salon pendant le Second Empire, enfin du moins au début, qui disait des peintures de Meissonnier, il les trouvait très froides et sans âme, sans vie. Et donc c'était son avis. Et il disait sur les peintures de Meissonnier, tout est en acier sauf les cuirasses. Donc ça voulait dire qu'effectivement, ça n'avait pas d'âme, pas de vie, pas de profondeur. Alors là, on est toujours avec Ernest Meissonnier. Là, c'est un hommage. Tout à l'heure, on a eu un hommage au Premier Empire. Là, on a un hommage à Napoléon III. Alors, Napoléon III est au milieu, détaché des autres sur cheval. Donc c'est la bataille de Solferino. Donc là, effectivement, c'est une commande impériale visant à flatter les campagnes militaires de l'empereur Napoléon III. Là, on est toujours à Ernest Meissonnier, je vous en parlais un petit peu déjà tout à l'heure. Donc là, c'est les scènes qu'il affectionnait particulièrement. Là, on est dans des scènes intimistes, oui, à l'intérieur d'une taverne. Donc là, on n'est plus dans un sujet mythologique, mais par contre, on a cet aspect historiciste. Donc là, on a une représentation d'une tablée de chevaliers, de gentilshommes au temps de Louis XIII. Donc là, effectivement, tout est étudié avec soin. Évidemment, les costumes qui sont remarquables. Voilà, donc ça plaisait beaucoup à la clientèle de l'époque, la clientèle riche de l'époque. Là, je voulais mettre celui-là absolument parce qu'en fait, être peintre académique, ça n'empêche pas d'avoir une certaine liberté. Et je trouvais que la cocasserie de ce tableau-là était intéressante. En fait, alors là, on serait plutôt sous le règne d'Henri IV, et ça s'appelle Les tueurs à gages. Donc on les imagine prêts à ouvrir la porte et à bondir sur leurs victimes. Donc là, on est dans un trait très fin, on est dans de l'académisme, effectivement, mais on n'est plus dans les sujets solennels, graves et triomphants. J'ai toujours un doute. On est toujours avec Ernest Meissonnier. Donc c'est pour vous montrer que, effectivement, on ne peut pas réduire les artistes à quelques œuvres. Et donc là, on a une œuvre vraiment particulière de la part de Meissonnier.
ce sont de Lavandière à Antibes. Et bon, là, on est à la fin du Second Empire, puisqu'on est en 1869. C'est un tableau qui a été accepté au Salon, bien sûr. Et on a vraiment quelque chose de différent. Où peut-être que l'artiste met plus d'âme dans celui-là que dans cette charge héroïque avec les soldats napoléoniens. Donc je voulais le mettre absolument pour montrer que les gens ne sont pas figés dans un ou deux tableaux. Alors là, on passe à Bouguereau. Alors Bouguereau, je pense, avec Cabanel, c'est l'un des peintres académiques qui a été le plus critiqué. Alors, de son vivant, il a eu beaucoup de succès, il a vendu énormément, et il a vendu énormément aux États-Unis. Donc, milieu 19e. Et il a eu une longue carrière, mais c'est l'artiste académique, je pense, qui a été le plus vilipendé à la fin du 19e et au début du 20e. C'est-à-dire qu'il est tombé complètement dans l'oubli. Sa peinture a été classée dans de la peinture de mauvais goût, absolument. Virtuosité et technique, certes, mais aucune imagination, enfin, c'est ce qui a été dit. Dans les années 50, il y a un artiste, Dali, qui a procédé à une certaine réhabilitation de Bouguereau. Et il s'en est servi il s'en est inspiré dans pas mal de ses œuvres. Alors, il faut savoir qu'en 1878, il y a une rétrospective au Louvre qui lui est consacrée. Et il y a tellement d'œuvres qui étaient déjà parties sur d'autres continents qu'en fait, le musée n'a pu réunir que 12 œuvres, le reste étant aux États-Unis. Alors là, on est toujours avec Bouguereau. Alors là, on a quelque chose de vraiment très très particulier. Donc c'est Dante aux enfers. Dante et Virgile aux enfers. Donc on aperçoit Dante, alors l'un des personnages principaux c'est Dante, mais on l'aperçoit presque pas, il est dans le fond, avec la petite calotte rouge. Donc il y a le diable à droite. Alors là on est vraiment dans de la recherche anatomique poussée à l'extrême. Voilà, donc le combat entre les deux hommes de premier plan n'est absolument pas naturel, mais tout est dans la pose. Voilà, donc là on a quelque chose de très esthétique, mais de pas du tout réaliste, évidemment, en plus avec le fond. Donc là on a une baigneuse de Bouguereau. Donc alors l'époque du Second Empire, avec les académiques et aussi les refusés d'ailleurs, c'est le sujet féminin qui est vraiment présent un peu partout. Donc les nus féminins sont très présents dans la peinture de cette époque-là. Ça plaît beaucoup aux contemporains. D'ailleurs, bon là effectivement on est dans une société faite par les hommes pour les hommes. Par exemple, je vous parlais de l'Académie tout à l'heure, l'Académie n'acceptera pas les femmes en son sein avant l'année 1897. Donc effectivement c'est très, très tardif. C'est même à la fin du combat, on va dire, entre les peintres académiques et les impressionnistes. Donc avant, les hommes étaient autorisés à peindre des nus féminins en atelier, mais l'inverse n'était pas possible, évidemment. Il y avait aussi des femmes, les femmes ne faisaient pas partie de l'académie, mais elles avaient le droit d'étudier, et beaucoup de femmes ont été exposées dans les différents salons. Les salons étaient organisés par l'académie, dans les salons de l'époque. Donc là, c'est un sujet récurrent, le nu féminin. Alors là, on passe à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est effectivement
quelqu'un aussi qui a été beaucoup critiqué. Alors là, c'est François-Xavier Winterhalter, enfin je dis son prénom à la française, mais il est allemand. C'est le peintre de cour, le peintre de l'aristocratie du 19e. Un peu à la manière, d'ailleurs, moi j'aime bien faire le rapprochement, un peu à la manière de Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, qui a travaillé dans toute l'Europe, y compris en Russie, et qui, elle aussi, d'ailleurs, on l'oublie, il y a eu une grande rétrospective il n'y a pas très longtemps au Grand Palais, j'ai eu la chance de voir. Bon là, cette expo a eu beaucoup de succès, mais on oublie beaucoup que Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun a été énormément inquiétée à la Révolution, de par sa proximité avec la reine Marie-Antoinette, bien sûr, et que c'est quelqu'un qui a dû se sauver de France. Et on a beaucoup critiqué ses portraits, justement, sa peinture. Eh bien, on a fait la même chose avec François-Xavier Winterhalter. Ça, c'est la première œuvre que j'ai choisi de vous montrer de lui. Alors, ce tableau, il est gigantesque. Il est au Palais impérial de Compiègne. Il est dans le musée du Second Empire, parce que le Palais impérial de Compiègne, bon, c'est un palais qui a été construit par Gabriel sous Louis XV. Louis XVI, il y avait ses habitudes, Napoléon Ier également. Et le Palais impérial de Compiègne était une des résidences impériales de Napoléon III, qui aimait beaucoup ça, avec l'impératrice Eugénie. C'est dans ce palais qu'on organisait les séries, avec tous les visiteurs, chaque automne. Alors, donc, il y a 3 musées dans le Palais impérial de Compiègne. Les appartements d'apparat, qui sont plutôt Premier Empire, qui ont été installés sous Napoléon Ier. C'est dans ce château que Napoléon Ier a reçu pour la première fois l'impératrice Marie-Louise, après son divorce d'avec Joséphine. Ce tableau, il est dans le musée du Second Empire, qui est de l'autre côté des appartements d'apparat du palais de Compiègne. Et au-dessus du musée du Second Empire, il y a le musée de l'impératrice. Donc il y a 3 musées en un. En ce moment, le musée de l'impératrice, qui est magnifique, il y a plein de souvenirs intimes de l'impératrice et du prince impérial, de Napoléon III, des objets personnels. C'est un musée très touchant. Malheureusement, il faudra attendre un petit peu parce qu'il est en travaux en ce moment, parce que ce musée était placé dans les anciens appartements des domestiques au dernier étage du palais de Compiègne, et il était resté en l'état Second Empire. Donc avec les mêmes papiers peints, enfin c'était, je vous laisse imaginer un petit peu. En tout cas, c'était un témoignage historique intéressant. Mais bon, là, il aura changé la prochaine fois que vous irez le voir. Voilà, donc ce tableau est au musée du Second Empire. Il est très grand, plusieurs mètres. Il est placé sur un mur, il n'y a que celui-là. C'est très impressionnant. Moi, j'étais surpris qu'il soit si grand la première fois que je l'ai vu, d'ailleurs. Alors, bon, là, effectivement, Winterhalter, qui était très proche du régime impérial, comme de presque toutes les monarchies d'Europe d'ailleurs, rend hommage à l'impératrice et par là même à Napoléon III et au Second Empire. Alors c'est un tableau qui a été présenté à l'exposition universelle de 1855. Alors, bon, il a été reçu diversement, on va dire, pour être gentil. On l'a beaucoup critiqué, de par sa proximité avec le régime, évidemment. Et on a beaucoup expliqué que c'était très meringue et crème chantilly. Et effectivement, on peut dire que c'est toute une époque. Je vais vous le mettre absolument, parce que Winterhalter a beaucoup travaillé sur les visages, évidemment, et sur les tenues vestimentaires, sur les tenues des femmes. Et effectivement, la mode féminine sous le Second Empire, c'est une explosion de couleurs et de textures, de tissus. Donc là, c'est très représentatif d'une peinture dite à la mode au début du règne de Napoléon III. Là, on est toujours avec Winterhalter. Je vous en ai mis quelques-uns parce qu'il y en a qui sont vraiment magistraux. Donc là, c'est la comtesse Lambsdorff.
Donc là, on est en Allemagne. Enfin, donc je vous disais que Winterhalter avait voyagé partout en Europe pour offrir ses talents, ses dons. Donc, bon, on a la même chose, on a un visage très, très ressemblant. Ah oui, alors, l'un des avantages, c'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé d'ailleurs, et c'est pour ça que ses clients aimaient beaucoup faire appel à Winterhalter, du moins ceux qui le pouvaient. Il avait l'art de faire un portrait, de dresser de vous un portrait ressemblant et en même temps flatteur, ce qui est parfois difficile. Donc c'est pour ça qu'il a énormément travaillé, il a eu beaucoup de succès, et toujours cette préciosité du vêtement, cette mise en valeur du vêtement qui est presque partie intégrante du portrait. Alors là, je suis désolé, la photo, j'ai pas réussi à la voir autrement. Vous avez le cadre en prime. Au passage, très, très apprécié ce genre de cadre à nœud style Louis XVI, Napoléon III. Donc là, vous avez une peinture de Winterhalter aussi. C'est un portrait de la duchesse de Morny. Donc la duchesse de Morny était de son nom de famille, de son nom de jeune fille, Troubetskoy. Elle avait épousé le duc de Morny. Le duc de Morny était le ministre de l'Intérieur, en fait. C'était le demi-frère de Napoléon III. Il avait participé au coup d'État de 1852 qui avait fait rétablir l'Empire. Il est mort en 1865. Il était très volage, le duc de Morny. C'était un jouisseur. Il avait plusieurs hôtels particuliers et châteaux. C'était un grand collectionneur d'œuvres d'art. Et comme il voulait une épouse docile et le laissant faire ce qu'il voulait, il a trouvé en cette jeune fille la personne parfaite. Et en fait, il s'est avéré qu'elle s'est un petit peu vengée, parce que c'était une forte femme. Bon, ça c'est juste pour l'anecdote, mais elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Alors là, je voulais la mettre parce que c'est un personnage que j'aime bien, très représentatif de cette époque-là. On a la princesse de Metternich. La princesse de Metternich était une familière de la cour impériale. C'était une amie de l'impératrice personnellement. On peut dire aujourd'hui que c'était une femme libre, déjà à l'époque. Elle était très intelligente, très spirituelle. Je pense que c'est ce qui plaisait le plus à l'impératrice. Elle se trouvait très très laide. Elle se comparait souvent à un singe, un petit singe. Effectivement, elle était de petite taille. Voilà, c'est une des personnalités marquantes du Second Empire. Et là, effectivement, elle est peinte par Winterhalter. C'était presque obligatoire. Là, on a un tableau connu, je pense que tout le monde le connaît. Donc, c'est l'impératrice Sissi, Élisabeth d'Autriche. C'est aussi Winterhalter pendant son voyage en 64-65 à la cour de Vienne. Donc là, c'est une interprétation très personnelle, pas du tout conventionnelle. Donc on peut être un peintre académique et pas être conventionnel. Ce serait trop facile. Donc là, peindre une impératrice, alors elle est en négligé, elle n'est pas en robe. Elle est en négligé et ses cheveux sont lâchés. Et il en a fait un autre, d'ailleurs, avec les cheveux lâchés, noués sur la poitrine. Très spécial. Et en fait, c'est vraiment une interprétation très personnelle. Pour la petite histoire, c'était le tableau préféré de l'empereur François-Joseph, son mari. L'impératrice Sissi a été assassinée à la fin du XIXe siècle. Et François-Joseph est mort en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Et il a gardé ce tableau devant son bureau, sur le mur devant son bureau, jusqu'à sa mort. C'était son tableau, c'était la représentation préférée de sa femme. Pardon ?
Alors ce tableau, il me semble qu'il est à Vienne, et je crois qu'il est à la Hofburg. Alors, sous réserve, je l'ai vu sur place, mais en fait, le palais impérial d'hiver, c'est la Hofburg, qui est en plein Vienne, et le palais d'été, c'est le palais de Schönbrunn, qui est un petit peu à l'extérieur, mais pas très loin quand même, et je ne sais plus dans lequel des deux il est. Donc là, on est toujours avec Winterhalter, vous inquiétez pas, vous tenez le coup. Bon, c'est bientôt fini Winterhalter. Donc là, on est... ah oui, c'est la princesse Anne de Prusse. Alors là, j'ai mis... c'est un peu... j'ai été un peu égoïste sur ce coup-là, parce que là, c'est un de mes portraits préférés de Winterhalter. Là, on est dans quelque chose de vraiment très représentatif de la peinture de cour sous Napoléon III. Alors là, voilà, ça souffre pas de commentaires. La tenue vestimentaire fait presque tout sur ce tableau. Et enfin, je trouve que le traitement de la couleur est vraiment fabuleux, avec en bas de la toile ce rose, ce chamarré doré et ce bleu roi. Je trouve ça très heureux. Encore Winterhalter, je crois que c'est le dernier. Alors c'est la comtesse Chouvalova. Alors là je suis obligé de lire parce que je m'en souviens pas. Donc là je voulais vous le montrer parce que je trouve que le rendu du visage est particulièrement heureux. Alors là, bon, en grand, avec la visionneuse, c'est assez moyen, mais en fait, il y a une telle clarté qui se dégage de ce visage. Donc quand on voit ce tableau en vrai, c'est vraiment très troublant. Donc ça crée vraiment une émotion particulière. Là, on est passé à quelqu'un d'autre. On revient à Amaury Duval. On avait vu en deuxième photo une interprétation de la naissance de Vénus. C'était la plus sobre, celle qui était verticale. Donc là, on a un portrait. Alors, Amaury Duval a été un des élèves d'Ingres. Et je trouve que sur ce tableau, on retrouve l'atmosphère qu'il y a dans certains portraits de Ingres. On reconnaît la patte du maître. Alors là aussi, bon, la luminosité, ce qu'il y a à voir dans ce tableau, c'est le visage. Le reste, là, au contraire de Winterhalter, Amaury Duval dépeint très peu le costume et le décor. Donc l'accent est mis vraiment sur la personnalité de cette femme. Là, on est... Ah mais on est avec Jules Lefebvre. Alors Jules Lefebvre, c'est l'un des grands tenants de la peinture académique également. Il a beaucoup travaillé pour le Second Empire. Il a beaucoup travaillé pour la famille impériale. Là, on est dans quelque chose... Alors là, effectivement, vous avez un casque. Mais il n'y en a pas beaucoup des peintures académiques avec des casques. Là, on est... c'est la mort de Priam. Donc là, on est dans la mythologie pure. Voilà, c'est de la grande technique. Voilà, un thème récurrent. Voilà. Là, on est toujours avec Jules Lefebvre. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Alors là, c'est un portrait qui est très... C'est un portrait très troublant qui est au Palais Impérial de Compiègne, au musée de l'impératrice, celui-là. C'est un tableau qui a été fait en 1870, à la toute fin du Second Empire, puisque le Second Empire est mort en septembre 1870. C'est le prince impérial juste avant de partir à la guerre, puisqu'il a accompagné son père lors de la guerre franco-prussienne. Alors, il a été réalisé au Palais de Saint-Cloud. C'est un tableau qui n'a pas été terminé, mais sauf le visage. Et je trouve le visage très émouvant, le visage du prince impérial très émouvant. Ce qui fait qu'on peut créer de l'émotion et être peintre académique, ça pose pas trop de soucis. Alors là, on est avec Thomas Couture. Alors Thomas Couture, là, ce tableau,
a été présenté au salon. Je me souviens plus. Au début des années 60. Je me souviens plus de l'année précise, désolé. C'est la décadence de l'Empire romain. Là, on est toujours dans quelque chose de peinture historiciste qui exprime bien la dégradation des mœurs, qui est censée expliquer la dégradation des mœurs et qui a conduit à la chute de l'Empire romain. Alors, bon, c'est une façon aussi de dire qu'il n'arrivera pas ça du tout à l'Empire français. Là, vous devez connaître ce tableau, il est à Lille. C'est Carolus Duran. Alors Carolus Duran, il n'est ni académique, ni refusé. Lui aussi a beaucoup travaillé le costume dans ses tableaux. Là, le rendu du satin est magistral. Ça s'appelle la jeune femme au chien, c'est le deuxième titre. Sinon, c'est... Ah oui, c'est Madame Feydeau. Voilà, donc c'était, on lui a beaucoup reproché de ne faire que des portraits mondains. Donc ça, voilà, il était très apprécié dans la haute aristocratie parisienne. Ça, c'est un tableau de 1870. Là, donc vraiment, on est à la fin du Second Empire. D'ailleurs, il n'y a plus de crinoline, vous l'avez remarqué. Ce tableau est dans la dernière salle, je crois, en haut, au premier étage, dans la dernière salle du Palais des Beaux-Arts. C'est un très grand format. Là, on est toujours avec Carolus Duran, 1868. Alors là, on sort un peu de l'académisme. On est dans quelque chose une peinture tout à fait intime. C'est les amoureux. Donc là, l'accent est mis plutôt sur le geste, sur la relation qui unit les deux êtres, et pas tellement sur le costume, pas tellement sur le décor. Donc il y a différentes façons d'appréhender ça. Alors voilà, là on passe à des refusés. Voilà. Alors, en 1863, quand le jury se réunit pour choisir les œuvres qui seront présentées au salon officiel de 1863, donc agréées par l'Académie des Beaux-Arts, sur 5000 œuvres présentées au jury, il en rejette 3000. Alors c'est beaucoup, c'est trop. Et cette fois, les artistes dits avant-gardistes, les artistes qui ne se définissent pas comme académiques et qui veulent une autre peinture, explorer une autre peinture, ces artistes-là s'insurgent et on appelle à l'empereur. Donc effectivement, Napoléon III trouve que le jury est vraiment trop sévère et il propose, donc il clôt l'affaire en proposant à tous les artistes refusés de faire un deuxième salon, juste à côté du salon officiel, au sein du Palais de l'Industrie. Alors le Palais de l'Industrie était situé à l'emplacement actuel du Petit et Grand Palais à Paris. Le Palais de l'Industrie avait été construit en 1855 pour la première exposition universelle de Paris. Ce bâtiment est très vaste et donc il propose ce bâtiment pour exposer tous les peintres qui ont été refusés par l'Académie. Alors il y en a beaucoup qui renoncent et finalement il y a presque 900 artistes qui exposent dans le Palais de l'Industrie au Salon des refusés. Ce sera le seul salon des refusés du règne. Alors là, on a Édouard Manet, le déjeuner sur l'herbe. Bon, évidemment, tout le monde connaît ce tableau. Alors là, il a fait énormément de scandales. Le scandale a été gigantesque. Les insultes ont fusé. Ça a été très dur pour Manet. Alors, ce qui a le plus choqué les gens,
ce n'est pas que la dame au premier plan soit nue. En fait, ce qui a choqué les gens, c'est que la dame soit nue et les hommes habillés. Ça n'a pas plu du tout. C'est vraiment la cause du scandale qui s'en est suivi. Alors là, oui, alors, celui qu'on vient de voir, c'est le déjeuner sur l'herbe de Manet. En 63, il s'appelait Le Bain. Alors là, on est avec Monet. Alors là, c'est son interprétation personnelle du déjeuner sur l'herbe. Alors vous voyez, la luminosité est très différente par rapport à Manet. Bon, Monet, évidemment, sera le grand impressionniste du 19e, mais plus tard. Un peu, alors, ce tableau-là, cette scène, cette interprétation est plus conventionnelle que celle de Manet. Mais le traitement de la couleur, les perspectives, a fait que ce tableau a aussi été refusé par l'Académie. Là, on est toujours avec Manet. Je voulais vous montrer celui-là, que je trouve intéressant. Parce que Manet n'était pas un peintre académique, il voulait une autre peinture, il voulait voir naître un autre art. Et celui-là, ce tableau s'appelle l'Espagnol. Et c'est un tableau de 1860. Là, on est quand même plutôt au début de la carrière de Manet. Et par rapport à ce qu'on va voir un peu plus loin, on a l'impression que, on se rend compte que Manet a beaucoup évolué au niveau de sa peinture. Alors là, on est plutôt, donc c'est pas de l'académisme évidemment, mais on est dans quelque chose de rigoureux, de précis. Les lignes sont bien représentées. Ce qui n'est pas du tout académique, c'est le visage de l'espagnol. Les peintres académiques pensent que représenter un visage comme ça, ce n'est pas du tout digne. Ce n'est pas... voilà, quand on veut faire partie de l'académie, on ne présente pas un visage comme ça. Mais je trouve que le reste du tableau est vraiment magistralement représenté. Et alors là, on est dans l'autre grand scandale du Salon des Refusés. Là, c'est Olympia de Manet. Alors, tout a été... Je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce tableau, même si on le connaît par cœur. Tout a été dit sur ce tableau. Effectivement, ce qui a choqué le plus, c'est pas que cette femme soit nue particulièrement, mais c'est qu'elle soit nue dans son intérieur, sur un lit. Et ce qui a beaucoup déplu aux gens bien pensants de l'époque, c'est qu'elle regarde celui qui la regarde. Donc elle est totalement impudique, ce qui s'y est pas du tout à une femme. La présence du chat à droite, le chat noir à droite, a beaucoup fait parler aussi. Ah, voilà, c'est que Olympia, c'est très très... Ça a été beaucoup vu, mais c'est le deuxième gros scandale après le déjeuner sur l'herbe. Là, on est encore avec Manet, un portrait plus intimiste. Alors excusez-moi, on revient sur Olympia, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire. Alors ça fait un grand scandale, je fais un rapport parce que ce n'est pas que... C'est pas que les académiques qui ont été choqués par ce tableau. Alors moi, quand je vois ce tableau, je pense aussi au tableau de François Boucher, Miss O'Hara. Ça vous dit peut-être quelque chose, sûrement quelque chose. Donc là, on est en plein Louis XV, XVIIIe siècle. Mais je ne sais pas si vous voyez, c'est une jeune fille
complètement nue, étendue sur une banquette, avec de gros coussins. Elle est sur le ventre, les jambes écartées, et voilà, elle rêvasse. Et ce tableau de François Boucher, alors je ne l'ai pas mis parce que c'est vraiment pas le sujet, mais je vous en parle comme ça. Ce tableau de Boucher, à l'époque, avait eu beaucoup de répercussions négatives également. Et donc, en fait, d'un siècle à l'autre, les choses ne changent pas. Oui, donc là, je vous disais, on a une peinture intimiste. C'est même Victorine Meurant. Donc, c'est une personne de l'entourage personnel d'Édouard Manet. J'aime beaucoup ce tableau, personnellement. Je trouve que la lumière est... la photo, précisément, elle est un peu surexposée, mais elle a un teint moins blanc, en réalité. Et c'est un très beau portrait de Manet. Et moi, quand je regarde ce portrait-là, je m'étonne quand même que Manet ait été refusé plusieurs fois au salon officiel. Toujours Manet, en 67, là, donc Manet n'est pas un académique, loin de là, mais là on est dans une scène historique. Il s'agit de l'exécution de l'empereur du Mexique, qui était Habsbourg, auparavant archiduc Maximilien. Et l'archiduc Maximilien avait été un peu mis sur le trône, même complètement d'ailleurs, par Napoléon III et les troupes françaises. Ça a été un gros échec. Il y a eu une campagne du Mexique où la France s'est embourbée. Les Mexicains n'ont pas voulu du nouvel empereur qu'on leur imposait. Et la campagne militaire française au Mexique a été un désastre. Il y a eu beaucoup de pertes. Et en fait, Napoléon III a fait rapatrier les troupes françaises en France, parce que c'était un désastre, et il a laissé un peu tomber l'empereur du Mexique, l'archiduc Maximilien, qui a finalement été très vite exécuté par les loyalistes mexicains. Donc là, on voit cette scène-là. Alors aujourd'hui, on s'en souvient plus du tout, mais à l'époque, ça avait beaucoup marqué les esprits. Il y a des exécutions comme ça qui restent en mémoire très longtemps. C'est un peu comme l'exécution du duc d'Enghien à l'époque de Bonaparte. Et on est passé à quelqu'un d'autre, on est passé à Edgar Degas. Alors Edgar Degas, je dirais que il n'est ni académique, il n'est pas refusé, il est très difficile de classifier la peinture de Degas dans un courant artistique. Alors, il y a quelques années, il y a eu une rétrospective au musée de la Piscine à Roubaix, vous avez peut-être vu, le thème était les danseuses. Alors bien sûr, Degas, il est resté dans l'esprit collectif pour ces danseuses, il en a fait plein. D'ailleurs, lors de cette exposition, moi je trouve que, personnellement, qu'il y avait beaucoup trop de danseuses. Et là, je voulais vous montrer, donc ce soir, j'en ai pas montré des danseuses. Donc là, on a un portrait familial, intimiste, de Degas. Alors là, on a un autre portrait de Degas, oui, c'est ça. C'est une lavandière. Et alors là, l'accent est mis, un peu comme tout à l'heure, sur le visage de la jeune femme. Alors là, le décor s'efface complètement. D'ailleurs, le décor, le visage est terminé, mais le décor, et même la tenue vestimentaire et les bras de la jeune femme, le décor, c'est presque qu'une ébauche. Et ça, c'est assez représentatif de l'avant-garde. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui correspond bien au nouveau courant artistique. Alors là, on est dans une œuvre de jeunesse
qui est de 1860. Alors c'est la mère de Renoir. Alors Renoir fait partie de ceux qui ont été refusés par l'Académie. Donc il expose au Salon des refusés. Alors on peut comprendre à l'époque, en 1860, que ce portrait n'a pas obtenu l'adhésion des tenants d'un art terminé. Vous vous souvenez qu'on avait vu que l'une des règles de l'Académie, c'était des œuvres achevées. Et donc ces nouveaux peintres de l'avant-garde pensent qu'il y a quelque chose de plus important, par exemple, que de finir le col ou le bonnet de cette dame. Et donc c'est ce qu'a montré Renoir ici. Il a terminé le visage, qui est vraiment très particulier. Alors là, on est très loin, effectivement, de Cabanel, de Bouguereau. Donc là, il faut aussi insister sur le fait que Renoir avait 19 ans quand il a peint ça. C'est vraiment une œuvre de jeunesse. 1860, la mère de Renoir. Là, c'est toujours Renoir. Alors c'est le couple de fiancés. Alors c'est le ménage Sisley. Sisley, le peintre, qui était ami avec Renoir. Donc là, on est à la fin du Second Empire, on est en 1867. Donc voilà. Alors là, on est chez un refusé, entre guillemets, mais on note que le vêtement, ici, tient une très grande importance. Donc que ce soit le costume masculin ou le costume féminin, c'est aussi un personnage du tableau. Alors l'arrière par contre est presque, ce n'est pas une ébauche, c'est terminé, mais l'arrière n'a pas grande importance en fait, c'est la couleur qui compte. Il n'y a pas de détails à l'arrière. Quelques troncs d'arbres à droite, voilà, du feuillage grossièrement exécuté. Et ça c'est vraiment représentatif du nouveau courant artistique. Alors là, on est chez Monet. C'est un tableau de 1861, donc là aussi c'est vraiment le début de sa carrière, puisque Monet a explosé, le talent de Monet a explosé bien après le Second Empire. Là, on est dans une peinture. Vous voyez un peu les nymphéas, les nénuphars, les choses comme ça. Donc là, on est quand même assez loin de ce que Monet a fait plus tard. Là, on est vraiment dans une œuvre de jeunesse. On s'attendrait presque à voir un mousquetaire debout à côté de la table rustique. Donc là, on est dans quelque chose de, on va dire, plus conventionnel. Donc Monet se cherche et c'est pour vous expliquer, c'est pour vous montrer que vraiment un artiste n'est pas figé dans le temps et n'est pas figé dans un courant artistique. Là, on est aussi avec Monet. Donc là, effectivement, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais là, on est vraiment dans quelque chose de particulier chez Monet. Là, c'est un portrait. Que dire? Là, voilà, c'est une œuvre de jeunesse également. Ce portrait a été refusé également. Alors, il faut savoir, quand le Salon des refusés a été mis en place en 1863 pour faire plaisir aux artistes refusés par Napoléon III, en 1867, les refusés sont toujours refusés. Et cette fois, les refusés se mettent en place pour redemander un salon spécifique. Cette fois, c'est en vain, ça leur est refusé. Et en fait, c'est refusé en 67, mais en 68, tous ces artistes sont acceptés au salon officiel. Donc là, c'est une œuvre qui a été refusée en son temps. Et voilà, c'est Monet, c'est le même qui a peint tous les tableaux qu'on connaît bien, typiquement impressionnistes.
Alors là, on est Fantin, oui, c'est Fantin-Latour. Là aussi, c'est un peintre refusé. Il faisait partie de l'équipe. Alors, je suis désolé, j'avais prévu de vous énoncer les noms de tous les artistes présents et j'ai oublié. Alors, voilà, toutes mes excuses. Donc, Fantin-Latour, les gens de ce courant artistique étaient tous un peu amis, ennemis aussi parfois. Et là, c'est un hommage qui est rendu par Fantin-Latour. Fantin-Latour était de Valenciennes. Là aussi, 1867. Le même Fantin-Latour. Un portrait voilà, d'une sobriété peu commune. On vient de me rappeler à l'ordre. Donc c'est un tableau de 1861. Donc c'est le début de la carrière de Fantin-Latour. Donc voilà, alors très peu de décors, mais on note que l'importance du canapé rouge et en acajou. La toilette de la dame n'est que secondaire, une robe noire. C'est l'action de lire qui est intéressante. Voilà, on a quelque chose de très représentatif aussi de ce que peignaient les peintres de l'avant-garde. On est chez Pissarro. Ah, donc là, c'est autre chose. Alors Pissarro, on dit souvent que Pissarro est l'un des pères de l'impressionnisme. Donc là, vous avez... alors ce soir, j'ai vraiment choisi que des tableaux de l'époque Napoléon III. Donc ça s'arrête vraiment en 1870. Donc là, c'est on est bien avant, je le répète, l'explosion, le boom de l'impressionnisme. Voilà, donc là, c'est une interprétation, je ne sais pas comment c'est. L'Ermitage à Pontoise. Donc c'est le village qu'il a représenté de très très nombreuses fois, sous tous les angles, toutes les luminosités. Donc là, voilà, mention spéciale au ciel bleu qui est magnifique. Voilà, les vers de la végétation. Voilà, c'est un précurseur. En même temps, on a quelque chose de très chaleureux. On n'est pas du tout dans le même genre de représentation de la nature que Cabanel ou Bouguereau, qui représentaient aisément la nature. Mais leur nature, c'est une nature idéalisée, c'est pas une nature très réaliste. Tandis que celle-là, on s'y croirait. Les couleurs sont magnifiques. C'est un tableau de 1868. Alors, inutile de vous dire que ce genre de tableau a été refusé au salon également. Henri Arbini, c'est l'un des peintres de l'avant-garde qui fait partie du groupe des refusés. Voilà, alors on a quelque chose de non conventionnel également. On a une scène de la campagne. Ce sont des enfants qui cueillent des baies. Voilà, donc pas du tout le thème que représentaient les peintres tenants de l'Académie. D'ailleurs, ce genre de tableau, le tableau qu'on vient de voir juste avant, ce genre de tableau n'avait pas de succès auprès d'une éventuelle clientèle à l'époque. Ce qui plaisait, c'était la peinture académique. Tout va changer à la fin du 19e, à partir du dernier quart du 19e, mais pour l'instant, voilà, c'est très confidentiel. En plus, quand on n'est pas accepté à un salon officiel, on a du mal à se faire connaître et on a donc du mal à vendre. Et c'est aussi pour ça que les tenants de l'avant-garde se sont insurgés à un moment donné. Là, on est un portrait de la petite fille de Fitz-James. Fitz-James, c'est aussi un peintre de l'avant-garde. On est revenu à Fantin-Latour. Voilà, je le trouve beau dans sa lumière,
dans la sévérité de la jeune fille aussi, la petite fille même. Oui, alors là, c'est une femme peintre qui s'appelle Marie-Élisabeth Blaveau-Boulanger. Donc, alors c'est un tableau qui échappe un peu à notre période. C'est une œuvre qui a été faite en 1847 ou 48. C'est une historiciste assez typique de l'Académie. C'est un tableau qui a été accepté au Salon. Bon, tout à l'heure, je vous disais que c'était un... Bon, effectivement, au 19e, la société était masculine, faite par les hommes pour les hommes. Les femmes n'ont pas pu accéder à l'Académie avant la toute fin du 19e, mais les femmes étaient autorisées à... Enfin, les femmes pouvaient concourir à la sélection pour les salons officiels. Et donc, Marie-Élisabeth Blaveau-Boulanger a pu exposer au salon. Alors, il y a eu quelques femmes qui ont réussi dans le domaine de la peinture à percer un petit peu et à être exposées, mais bon, malheureusement, il a fallu batailler dur et on se souvient surtout des peintres hommes. D'ailleurs, à chaque fois qu'on change de photo, je dois regarder le nom de l'artiste parce que c'est des artistes talentueux, mais qui ne sont pas restés dans la postérité. Là, on est avec Amélie Cognier, un intérieur d'atelier. Ce tableau est à Lille. Alors, je pense qu'il est dans la réserve, parce que je ne l'ai jamais vu. Alors, là, on est dans quelque chose qu'aimaient beaucoup les organisateurs des salons de l'Académie. Parce que c'est une peintre femme qui peint une petite fille en train de jouer. Et là, c'est très bien, parce que si les femmes sont acceptées au salon, il ne faut surtout pas qu'elles veuillent égaler les hommes. Donc l'un des membres du jury, à l'époque, avait dit que le tableau était accepté parce que c'était très bien, parce que l'artiste restait bien à sa place. Voilà, donc je vous laisse un peu imaginer l'ambiance. Là, on est encore avec une dame, Marie Bracmont. C'est un autoportrait vers 1870. Voilà, c'est accepté au salon. Voilà, ça va vers le futur symbolisme. Marie Cassatt, c'est une joueuse de mandoline. Un tableau de 1868. Traitement particulier de la lumière. Alors là, on est repassé à un homme peintre, donc là il s'agit de Gustave Moreau. Alors Gustave Moreau, c'est vraiment le précurseur des symbolistes. Gustave Moreau avait pratiqué une peinture vraiment très spéciale. Gustave Moreau était d'une famille très très riche, une famille parisienne très très riche. Il avait beaucoup de talent. Ces tableaux ont été toujours acceptés au salon. Alors que, à cette époque-là, c'est assez spécial comme représentation. Je ne sais pas si vous êtes allé, si quelqu'un est allé au musée qui se trouve à Paris. Mais Gustave Moreau, c'est particulier. C'est pas accessible à tout le monde. Il y a même des peintures. Enfin, je trouve qu'il y a des tas. Personnellement, bon, ça n'engage que moi, mais il y a des peintures qui sont assez troublantes et même difficiles à regarder. Donc, mais bon, Gustave Moreau avait toute sa place au salon officiel. Là, on va passer avec une personnalité emblématique du groupe des Refusés. C'est Gustave Courbet. Donc là, on a
une peinture, une représentation peu connue, qui est de 1860. La femme au perroquet, vous voyez le perroquet en haut à gauche. Voilà, donc là on revient au nu féminin. Gustave Courbet a beaucoup représenté les femmes. J'ai choisi de faire l'impasse sur l'origine du monde, qu'on pourrait tous dessiner les yeux fermés, à la rigueur. Bon, j'évoquerai juste le scandale infini que l'apparition de l'origine du monde a fait sur les contemporains. Vu la société de l'époque, c'est pas très étonnant quand même, sachant en plus que dès que l'origine du monde est présentée aujourd'hui quelque part, on a l'impression de se retrouver plongé dans le 19e siècle, à écouter les commentaires des gens en train de regarder. Alors là, c'est Eugène Boudin. Eugène Boudin, c'est un... Alors, il est ni académique, vous l'aurez remarqué parce que son trait est vraiment particulier, ni de l'avant-garde. Ses œuvres sont toujours accueillies au salon avec enthousiasme. Voilà, c'est... Il a surfé, si je puis dire, sur la mode des stations balnéaires qui s'installent sous Napoléon III, puisque c'est le duc de Morny qui crée la station de Deauville. D'ailleurs, quand vous allez à Deauville aujourd'hui, le duc de Morny a sa statue, enfin son buste en bronze à l'entrée de la ville, au milieu d'un rond-point. Donc Eugène Boudin a énormément travaillé les bords de mer, les ambiances de sable, voilà, donc les crinolines, on est dans les années 60. Il a représenté également l'impératrice en bord de mer, il a beaucoup travaillé avec les aristocrates et la cour impériale. D'ailleurs là, on a un autre portrait d'une dame qu'on a déjà vu ce soir, c'est la princesse de Metternich. Bon là, difficile de la reconnaître. Voilà, c'est Eugène Boudin. Alors on repasse à une dame. Il s'agit, alors oui, j'avais oublié, je dois être fatigué, donc il s'agit de Berthe Morisot. Berthe Morisot, connue comme le loup blanc, de par principalement ses liens avec Édouard Manet. Bon, effectivement, c'est pour ça que j'ai insisté. Je vous ai montré quelques œuvres de femmes juste avant, et on va en voir d'autres aussi. Parce que l'art, à l'époque, même à l'époque, l'art n'était pas que masculin. Même si les peintres femmes ont été oubliés totalement, pour la plupart. Je voulais les mettre absolument. Donc là, on est Berthe Morisot. Dès qu'on parle d'impressionnisme, on parle de Berthe Morisot. Voilà, donc une magistrale. Ce tableau a été refusé également. Gustave Courbet, c'était une personnalité vraiment singulière. Gustave Courbet, c'est le plus gros électron libre des électrons libres des refusés. On va juste dire que on ne peut pas présenter Gustave Courbet comme étant anarchiste, mais on peut dire qu'il a été tout de même, qu'il a été élu représentant à la Commune de Paris en 1871, après la chute du Second Empire. Il est mort en 78, Gustave Courbet, assez jeune. Voilà, donc ça, là c'est les baigneuses. Alors, le traitement particulier, comment je vais dire, de l'embonpoint de la jeune femme. Ça n'a pas du tout plu aux tenants de l'académisme, qui aimaient les femmes bien en chair, mais d'une certaine façon seulement. C'est-à-dire bien en chair, mais sans aucun bourrelet, bien sûr.
Alors là, on est toujours avec Gustave Courbet. Là, on est plutôt sur une œuvre. C'est pour dire qu'on ne peut pas, classer irrémédiablement et définitivement un artiste, qu'il soit académique ou pas d'ailleurs. Là, on est sur une œuvre de Courbet, c'est Les Amoureux. Donc là, on a presque quelque chose de romantique, je trouve. On est presque dans une représentation de 1840. Ouais, ça me parle de ça. Et voilà, c'est très particulier, c'est très beau. Et alors là, on est sur la photo qui ornait l'affiche. Donc c'est toujours Courbet, c'est l'après-dîner à Ornans. Ornans, c'était sa ville de naissance. Voilà. Donc là, une scène très intimiste, très spéciale, très peu de couleurs. Alors le salon, l'académie n'aime pas du tout les tableaux sans couleurs, comme ça, ça brille pas. Alors là, on est avec Jean-François Millet, la boulangère. Voilà. Alors la boulangère, là c'est donc c'est représentatif. Enfin là alors, celui-là est en pleine période Second Empire, mais on n'est pas dans de l'académisme, mais on est dans une scène du quotidien. Et c'est un peu vers ça. Enfin, c'est complètement vers les scènes du quotidien, les travailleurs, les paysans, les ouvriers, les gens du peuple, les gens de rebord, on pourrait dire, qui sont présentés. Et en fait, l'avant-garde, les peintres de l'avant-garde aimeraient que la peinture dise quelque chose. Et bon, Jean-François Millet, on ne peut pas vraiment dire que ce soit de l'avant-garde, mais je l'ai mis là parce que, bon, déjà, il y a une expo en ce moment au Palais des Beaux-Arts qui est intéressante. C'est aussi un hommage, c'est un représentant de la peinture de l'époque. Et les peintres de l'avant-garde aiment ce genre de sujet, qui pour eux est plus parlant, plus noble que de représenter une Vénus sortant des flots. Pas de consistance, disent-ils. Alors là, on est bientôt terminé. Là, on va aborder. Alors, on est avec Rosa Bonheur. Alors, Rosa Bonheur, c'est la peintre de l'époque qui me plaît le plus. Alors, Rosa Bonheur, elle a eu une carrière fulgurante et magnifique. Voilà, elle est morte à la toute fin du 19e siècle. Elle a commencé dans les années 1840. Alors, elle a eu une vie incroyable et elle a eu une carrière incroyable, puisqu'elle a succédé à son père en 1849 au poste de directrice de l'école gratuite de dessin pour les jeunes filles. Voilà, donc sous le prince-président futur Napoléon III, Seconde République. Et voilà, donc elle a mené sa carrière tambour battant. C'était une peintre animalière, une peintre naturaliste. Alors c'est une nature un peu, on va dire un peu édulcorée, c'est-à-dire très, très bien léchée. Elle a beaucoup plu aux académiques. On ne peut pas la classer parmi les académiques, mais elle a beaucoup. En fait, Rosa Bonheur a eu un parcours particulier parce qu'elle a plu à tout le monde. Elle plaisait aux avant-gardistes, elle plaisait aux académiques. Voilà. Ce tableau, c'est le marché aux chevaux, il a été présenté en 1853 au Salon. Et il a reçu un accueil, mais fabuleux. C'est-à-dire qu'il a plu à tout le monde. Grâce à ce succès, en 1853, en fait, il a été décidé d'une prérogative spéciale accordée à Rosa Bonheur. Et elle a pu, par la suite, présenter ses œuvres à tous les salons, sans aucun jury, sans devoir passer par le jury, qui lui faisait confiance totalement. Que dire de plus ?
Là, c'est Rosa Bonheur, une photographie. C'est la seule photographie que j'ai mise ce soir. C'est anecdotique, mais Rosa Bonheur avait obtenu la dérogation spéciale de porter le pantalon. Dérogation accordée par l'empereur lui-même. En 1865, l'impératrice Eugénie s'est déplacée en personne à BY, en région parisienne, pour lui décerner l'ordre de la Légion d'honneur. C'est la première femme artiste qui a reçu la Légion d'honneur, des mains de l'impératrice Eugénie. La première femme qui a reçu la Légion d'honneur en France, c'était pas une artiste, mais je me souviens plus de ce qu'elle faisait. Alors, je crois que c'était une scientifique. Et la première femme avait reçu la Légion d'honneur de la part de Louis-Napoléon Bonaparte, alors prince-président, le futur Napoléon III. Voilà, donc Rosa Bonheur, la première femme artiste décorée de la Légion d'honneur. Là, c'était une photo dernière partie du 19e. Là aussi, c'est un tableau très représentatif de ce qu'aimait faire Rosa Bonheur. Voilà, donc là, c'est sans commentaire. Ah non. On l'a déjà vu celui-là. D'accord. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Rosa Bonheur? Ben voilà, donc écoutez, en fait c'est la dernière photo. Voilà,